Alors, bonjour chers amis et bienvenue à cette séance de cours de télédétection radar-lidar. Nous sommes aujourd'hui à la troisième séance et pour le cours d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le système lidar. Alors, le système lidar, tel que nous l'avons déjà abordé au cours de la présentation du cours de télédétection radar et lidar, on avait parlé de combien de types de télédétection? Je vous pose la question. Oui. Oui. On avait parlé de combien de types de télédétection? Qui a la réponse? Oui. Plus fort. Dans la télédétection passive. C'est tout? On a parlé de combien de types de télédétection? Oui. Mais on a parlé de combien de types de télédétection au total? On a dit qu'il y en avait 3. Bien, écoutez-moi. Lorsqu'on vous pose une question, répondez entièrement à la question, mais ne donnez pas des ébauches de réponse. Oui, on avait parlé de combien de types de télédétection? Oui, toi. Lesquels? C'est tout. Ça va? Tout le monde a compris? Bien. Alors, la télédétection lidar, comme on vient de le dire, fait partie du troisième type de télédétection. La télédétection à la fois active et passive. Alors, active, pourquoi? Parce que le lidar produit quoi? Sa propre source de lumière qui est l'impulsion laser. D'accord? Bien, cette impulsion laser est la source de lumière émanant du système lidar et le lidar, en produisant cette impulsion laser est émise dans quelle longueur d'onde? Dans quelle longueur d'onde? Le laser, il y a le laser bleu, vert, rouge et infrarouge. D'accord? Donc, le laser est produit dans le visible et dans l'infrarouge. C'est compris? Et donc, ce qui compare au lidar, comme nous utilisons les longueurs d'onde de la télédétection optique, d'accord? Donc, on dira que c'est son côté optique là qui est là, d'accord? Et en plus, le côté actif de cette télédétection est que c'est le lidar même qui produit sa propre source de lumière. Donc, c'est une télédétection active. Passive parce qu'il utilise les bandes du visible et de l'infrarouge. D'accord? Maintenant, une fois que cette lumière, impulsion lidar est produite, la lumière va atteindre n'importe quelle cible. D'accord? Alors, la cible va diffuser l'impulsion laser et cette impulsion va retourner au capteur, au détecteur. Et le détecteur, c'est quel détecteur? Quel est le détecteur du lidar? On en a parlé, hein? Waouh, vous êtes extraordinaire. Je vais poser de ce genre de questions-là à l'examen de télédétection radar-lidar. Voilà. Vous allez composer en ligne. Vous répondez à la question, en même temps, vous êtes noté. À la fin, vous avez votre note et vous partez à la maison avec.
Mais des choses sur lesquelles on en a échangé. Ça ne sert à rien de maîtriser le traitement LIDAR, le traitement radar, le traitement polarimétrique, si vous ne connaissez pas les notions, si vous ne possédez pas la connaissance sur les notions techniques de ces systèmes. D'accord? Alors, au cours, on a dit que le LIDAR produit sa propre impulsion laser et cette impulsion-là va atteindre n'importe quelle cible. La cible va diffuser cette impulsion, ce signal. Et le signal va retourner au détecteur LIDAR. Et le détecteur LIDAR, c'est un télescope qui va enregistrer toute la diffusion de tous les objets, la diffusion du signal LIDAR de tous les objets. Alors, ce télescope-là va avoir des caractéristiques, ok? Donc, on parle de angle de vue optique, c'est-à-dire qu'il va avoir, lorsqu'on prend une lampe torche et puis on éclaire, on illumine un objet, la lampe torche va dessiner un faisceau sur un angle donné, à gauche et à droite. Donc, angle de vue, là, le télescope a une valeur d'angle de vue qui est calibrée, qui permet d'enregistrer le retour du signal LIDAR. C'est compris? Alors, on continue. Vous devez comprendre comme objectif les principes du système LIDAR, la technologie LIDAR, vous devez la maîtriser, le mode d'acquisition des LIDAR, les caractéristiques, le contrôle qualité des données LIDAR, d'accord? Et vous devez connaître les différentes applications liées au LIDAR. C'est pourquoi j'ai pris l'autre fichier du chapitre 3 là, pour mieux parler de tout ce qui est application LIDAR. Quelles sont les différentes applications qu'on peut faire déjà à partir de LIDAR, d'accord? Alors, pour le coup de LIDAR, on va parler de tout ce qui est théorie. Pour la pratique, vous aurez certainement la chance, on va organiser un séminaire pour vous sur le LIDAR où on va appliquer, on va utiliser les données LIDAR et puis faire des applications avec ces données-là. D'accord? On ne pourra pas faire un TP sur le LIDAR pendant ce cours où on a 4 séances seulement. D'accord? Alors, on veut dire quoi? Le LIDAR, c'est quoi? Comme vous voyez, c'est dit que le LIDAR ici, c'est la détection et la télémétrie par ondes lumineuses. Donc, light detection and ranging. D'accord? Donc, détection et télémétrie. On détecte et on mesure les distances à partir des ondes lumineuses. D'accord? Alors, ce que vous devez retenir, c'est que c'est une télédétection optique active qui utilise sa propre lumière, qui est le laser. D'accord? Et ce laser-là, comment est-ce que le LIDAR produit ce laser? On va voir comment est-ce qu'à partir d'une chambre de pompage, on puisse produire le faisceau laser. C'est compris? Bien. Le LIDAR est un système qui combine à la fois 3 technologies. D'accord? Le système LIDAR est composé de 3 technologies. Nous avons le scanner laser qui est le télémètre laser qui mesure les distances. D'accord? Donc, on va mesurer la distance aller et retour de l'impulsion. C'est compris? Donc, c'est le système qui permet l'enregistrement du LIDAR, c'est le scanner laser. D'accord? À côté de cela, il y a un autre système qu'on appelle un système de navigation à inertie. D'accord? Inertie, là, ici, là, il doit avoir un H, non? C'est comme ça? D'accord. Alors, un système de navigation à inertie, c'est un système inertiel. Alors, le système inertiel, son rôle, c'est quoi?
Le système inertiel, suivez, vous voyez un vecteur qui est en train de se déplacer. Le vecteur va avoir sa trajectoire qui est comme ça. Alors, ce système, si on embarque le lidar sur un drone, le drone va survoler, n'est-ce pas? Donc, on va prendre n'importe quel vecteur. Ça peut être un drone, ça peut être un aéronef, ça peut être tout ce que vous voyez comme il peut survoler qu'est-ce que je vais dire? Au-dessus de l'atmosphère. Puisque le lidar va être utilisé au-dessous des nuages. L'atmosphère au-dessus des nuages. D'accord? Donc, si on est au-dessus des nuages, il n'est pas approprié d'utiliser le système lidar à cause des nuages qui vont faire écran. C'est compris? Et lorsqu'on veut effectuer une mission lidar, surtout lidar topographique, ou même lidar topographique, on doit être en bon temps, c'est-à-dire à partir de 11h, 12h, 13h, 14h. Mais au-delà de 15h, il n'est pas évident. Si le temps n'est pas clément, alors on ne va pas appliquer le lidar. D'accord? Donc, le système inertiel, le porteur a son GPS de positionnement. Alors, pendant le parcours, le système peut dévier de sa trajectoire. Il peut dévier de sa trajectoire au lieu d'aller en ligne droite. Le système peut dévier de sa trajectoire. Alors, le système inertiel, lui, vient recadrer la trajectoire du porteur. Donc, c'est un autre système qui va s'appuyer sur des mesures au sol pour améliorer le positionnement du lidar et donc le ramener à sa trajectoire normale. Donc, voilà le rôle que joue le système inertiel. D'accord? Et il y a le système de géolocalisation par satellite, donc, que tout le monde connaît, le GPS. Donc, le lidar, il a son GPS, le système de localisation. Il a un scanner laser qui va mesurer les distances et il est équipé d'un système inertiel, système à navigation inertielle qui va le repositionner dans sa trajectoire. C'est compris? Question? Vous devez connaître, vous devez comprendre ces notions-là sur le lidar. Parce que demain, quand vous serez confronté à un projet où on dit, bon, c'est vous les spécialistes, vous savez traiter les données lidar, vous dites oui, vous venez, et vous n'êtes pas capable de parler de la technologie lidar. Non, c'est pas bon. C'est compris? Voilà. Un technicien, lui, il est sur le terrain, il peut apprendre sur le terrain des choses et il sait pratiquer, mais il ne sait pas trop réfléchir. Si un paramètre change, il est bloqué. Vous comprenez? Quelqu'un même qui n'est pas allé à l'école, sur le terrain, on lui apprend comment utiliser le lidar, comment faire les mesures, il va le faire et il va le faire très bien. Mais dès qu'un paramètre change, il est perdu. Dès qu'il y a une innovation, il est perdu. Il ne va pas savoir raisonner, il ne va pas savoir quelle disposition prendre, quelle mesure prendre, comment, pourquoi. Il ne saura pas répondre à ces questions. D'accord? On vous fait une formation qualifiante, professionnelle, professionnalisée, et on parle de recherche-développement. Donc, tout ce que vous apprenez et que vous pratiquez va vous servir à résoudre des questions de développement. Et donc, vous ne pouvez pas ignorer les notions. Vous devez posséder les notions, les techniques, les définitions. Est-ce que vous voyez? Et même on est en train de parler d'un outil de traitement. Quand on va finir le TP, vous êtes capable de surpasser ces outils-là et avoir d'autres notions sur des outils de pointe plus adaptés encore. C'est comme ça. Parce que si vous restez dans
cette loge de ce que l'enseignant, de ce que vous avez échangé avec l'enseignant, de ce que lui vous a montré, mais vous êtes limité. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez aller au-delà même de ça. Donc, ne négligez pas de posséder les notions techniques, de savoir les expliquer, les définir et de savoir réagir à tout moment à n'importe quelle situation qui vous se présente à vous. C'est ce qui fait de vous un expert et un expert de très haut rang. Et c'est ce qui peut démarquer de vous des autres. Pourquoi une entreprise va vous recruter? Parce que mon frère qui est là, lui, il travaillait en ligne avec nous, maintenant il est venu en Bruxelles. Bon, il y a un projet de 50 milliards, ben, pourquoi on va le recruter? Pourquoi c'est pas vous? Pourquoi c'est pas elle? C'est lui. C'est parce que peut-être vous tous vous avez la même base, la même notion, la même connaissance, mais lui, il a un petit plus que vous. On va le prendre. Et puis vous devez parler l'anglais. L'anglais technique, l'anglais scientifique, oui. On ne vous demande pas trop, mais vous devez comprendre. Pour pouvoir collaborer et échanger. Vous travaillez avec des gens, vous ne vous comprenez pas. Vous travaillez. Vous travaillez avec interprète la même lettre qui est scientifique pour connaître ce que vous faites. Je prends l'autre exemple. Quand les gens qui sont censés gestion de l'environnement à Boba-Dini, il y a un professeur là qui s'appelle Traoré, c'est un Nigérien. Alors, le gars, c'est un cerveau, un génie. Quand il vient, il fait son cours là. Tellement tu es passionné, tu ne vois même pas le temps passer. On dit, il dit non, mais on continue. Tellement que le cours passe. Il nous fait des cours sur l'hydraulique. Alors, lorsque il y a une nouvelle ville, la ville, quand on fait les lotissement, la ville, pour que quelqu'un puisse aller habiter là-bas, il faut que le terrain soit viabilisé. Donc, un terrain viabilisé, c'est quoi? C'est un terrain où on a loti, on a tracé des voies et on a tracé un réseau d'assainissement. Et ce réseau d'assainissement doit être équipé. Alors, c'est ça l'hydraulique. Comment mettre en place un système qui va pouvoir absorber une quantité de pluie qui tombe, une intensité de pluie qui tombe, en un laps de temps, et l'eau là doit disparaître. C'est le système hydraulique. Comment assainir avec des réseaux de canalisation, dimensionnement des ouvrages, les collecteurs, ce qu'on appelle les tranchées drainantes. Dès que nous tombons, ce n'est pas comme au stade où on nage dans la côte. Et le gars, il nous fait le coup en russe. Voilà, on était là. On est là, il dit oui, bonjour, ça va? Bon, je vais vous partager des polycorps. Partager. Lui, il pense son argent, il est plus du tout, il se partage. Il ne donne pas à quelqu'un pour venir se baser. Il est même en main. Il finit de partager et il commence le cours en russe. Oui, vous n'êtes pas. Il parle français, mais il fait le cours en russe. Le coup même, le polycope qui vous a donné la c'est en russe. On a fait cours avec lui pendant 2 années. On est habitué à lui, on a commencé à comprendre le russe. C'est pas russe parler là. Hein. Quand on dit telle formule, la relation, la pente, la longueur, la largeur, on maîtrise. Sans apprendre la langue russe, on a commencé à maîtriser la langue, le côté technique. On dit angle, angle θ, angle temps. En russe, on connaît. On a fait le cours en russe. À l'examen, ils nous donnent les examens en russe. Et on s'en sort, c'est comme ça.
Est-ce que vous voyez? Non, le gars là, il est très bon. Il nous a bien formés. Voilà. Bien, donc, quel que soit le domaine, vous devez comprendre les notions. Donc, maintenant, on a ces trois technologies dans le LIDAR. Est-ce que ces trois technologies existent dans les autres technologies, dans les autres systèmes? Est-ce que vous voyez? Voilà la particularité du LIDAR. Alors, on a deux grandes familles de LIDAR. Nous avons les LIDAR à détection directe et les LIDAR à détection hétérodyne. D'accord? Alors ici, dans cette rétroaction, on a fait juste la synthèse. J'ai fait juste la synthèse des trois leçons là. Donc, vous lisez en détail leçon 1, leçon 2, leçon 3. Vous allez... D'accord. Alors, oui? Oui. Alors, voilà deux types de LIDAR. Les deux familles de LIDAR. Détection directe, détection hétérodyne. Alors, nous allons utiliser comment on dit, la détection en quadrature, parce que l'autre type de LIDAR, où le signal est mélangé à un oscillateur local du détecteur. Donc, tout compte fait, le signal qui est enregistré va aussi subir un certain nombre de processus pour améliorer, pour utiliser le signal de résonance, le signal qui est diffusé par la cible, proprement dit. D'accord? Alors, maintenant qu'on connaît les deux familles de LIDAR, on va parler de la classification des systèmes LIDAR. Dans la classification des systèmes LIDAR, nous avons les LIDAR à cible dure, d'accord? Et les LIDAR de type d'interaction. D'accord. On va voir ici dans cette classification les LIDAR à cible dure. Alors, quand on parle de cible dure, c'est quoi? La cible dure, vous voyez le mur là? Vous voyez mon impulsion LIDAR? Ça arrive au mur là-bas, non? Et quand je suis sur le mur, elle, ça arrive là-bas. Donc, ça ne traverse pas la cible. Donc, l'objet sur lequel le signal va rebondir ne se laisse pas traverser. Les cibles qui ne se laissent pas traverser par l'impulsion sont des cibles dures. D'accord? Donc, les cibles dures, on va catégoriser le LIDAR en trois types de LIDAR, en trois types. On va faire la mesure LIDAR, on va parler de mesure atmosphérique, on va parler de LIDAR topographique. LIDAR atmosphérique, on va effectuer des mesures en atmosphérique, donc on va parler de LIDAR atmosphérique. Ensuite, deuxième type de LIDAR, on va effectuer des mesures topographiques, donc on va parler de LIDAR topographique. Troisième, les profondeurs, les cours d'eau, donc on va parler de mesures bathymétriques, donc on aura des LIDAR bathymétriques. D'accord? Alors, les cibles dures sont généralement les objets, si on veut détecter un objet, d'accord? Par exemple, on veut mesurer la configuration d'un navire, on va avoir des nuages de navire, que ce soit le LIDAR va reconstituer un terrain de football. Toute l'architecture, même l'intérieur, c'est les images que je vais vous donner, c'est tous les gens, on va avoir ça en trois dimensions pour les objets, comme les cartographies.
Alors, en LIDAR topographique, les compagnies telles que la CIE peuvent utiliser des LIDAR embarqués sur des camions et puis traverser l'autoroute, n'importe quelle voie. Une fois que le système traverse la voie, alors on sort les lignes électriques là, tout. Et là où il y a un problème, peut agir en même temps pour régler le problème. Donc tout ça sont des cibles dures, d'accord, en LIDAR topographique. Par contre, en LIDAR atmosphérique, on va utiliser le système LIDAR au sol. On utilise le système LIDAR au sol ou bien sur un véhicule. Et puis, on va émettre des impulsions LIDAR dans l'atmosphère. Mais qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer la composition de l'atmosphère. L'atmosphère est composée de quoi? De gaz, de poussière, de particules, d'eau, mais gaz là, CO2, O2, ozone, n'importe quel gaz, le LIDAR va mesurer, va détecter les types de gaz et la concentration de ces gaz-là dans l'atmosphère. Donc, du coup, la mesure LIDAR sera importante la mesure atmosphérique du LIDAR sera importante lorsque vous vous intéressez à une thématique portée sur la pollution, par exemple. Donc, celui qui effectue une étude sur la pollution, il y a quelqu'un qui a une étude sur la pollution de l'atmosphère. Les aérosols. Oui, les aérosols. On peut mesurer à partir des images optiques et des images radar aussi. On va utiliser le côté atmosphérique pour estimer la quantité d'aérosols, la quantité de CO2, la quantité de n'importe quelle particule dans l'atmosphère. Donc, on parle de pollution atmosphérique. Alors, ces mesures-là sont effectuées par les. On parle de angle optique. Donc, on mesure l'angle optique de ces particules et ce paramètre est bien qu'est-ce que je vais dire? Permet de caractériser ces composants de l'atmosphère, d'accord? Alors, le LIDAR, on va mettre le capteur sur un camion ou bien au sol et si on veut mesurer le taux de pollution, bon, est-ce qu'on va venir sur le campus ici? Non. On va aller dans une zone où on sait qu'il y a production des rejets de particules polluantes. Donc, on va aller où? Dans une zone industrielle, par exemple. Dans une cas, tu as ton. Non, pas que moi. Tu as ton entreprise industrielle qui produit quelque chose. Alors, on va aller et puis on place le système. Ces particules vont monter par conversion. D'accord? Donc, on place le système et puis on va mesurer au niveau de la zone industrielle la composition de l'air, de l'atmosphère au-dessus de cette zone pour détecter les polluants. D'accord? Oui. C'est la détection des polluants, ce sont aussi par les nuages de points. Voilà. Ce sont des nuages de points, le LIDAR. Il mesure quoi? On mesure les nuages de points. Alors, la mesure atmosphérique à partir du LIDAR de la pollution, le LIDAR va mesurer, vous voyez l'atmosphère. On a la basse atmosphère, la haute atmosphère. Donc, on a, dans l'atmosphère, il y a combien de couches? La couche la plus basse, c'est laquelle? Soit la troposphère. Avant l'atmosphère, on a quoi? Avant la troposphère, on a quoi? Avant la quitte en bas, on a avant l'atmosphère. Là, non, voilà.
Il a failli trouver. Il a failli trouver Allô? Allô? Oui. Docteur, la couche la plus basse, c'est la troposphère. Oui, on a compris, c'est ça. Maintenant, avant troposphère, on a quoi? La stratosphère. Non, non. Il a failli trouver la nuit. Bon, à la surface de la Terre, c'est quoi? Tout ce qui est vide, la région. Vous voyez? Donc, la troposphère, c'est la première des couches. Mais d'accord. Mais la couche la plus basse, là, au contact avec le sol, il y a l'eau et il y a les êtres vivants. Et donc, c'est qui? On parle de biosphère. D'accord? Donc, la partie, je ne sais pas si c'est à combien de quelques petits mètres là, on parle de troposphère. Ah. Donc, nous, on va effectuer les mesures dans la troposphère. D'accord? Alors, le lidar sera, tu vas mesurer la composition de l'atmosphère. Vous voyez que la composition de l'atmosphère, c'est dense, il y a beaucoup de choses. Donc, le capteur va mesurer quoi? Est-ce que le capteur est dédié à mesurer tous les composants de l'atmosphère? Non. C'est comme vous prenez le capteur, n'importe quel capteur optique, il va mesurer dans le visible infrarouge thermique, ainsi de suite. Donc, chaque longueur d'onde va mesurer par signature spectrale, va mesurer un dossier particulier, n'est-ce pas? Alors, pour le lidar, si vous faites une étude, vous voulez mesurer peut-être le taux de CO2. Donc, il vous faut un détecteur lidar CO2. Lui, il mesure souffle, il va mesurer souffle. Lui, il mesure ozone, il va mesurer ozone. Donc, en fonction du polluant, on va choisir le capteur lidar qui va avec. Donc, c'est pourquoi on dit avec le lidar, la mesure, le signal utilisé est un signal qu'on appelle dial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en lidar atmosphérique, si je veux mesurer la composition du souffle au niveau d'une zone industrielle, je vais calibrer le signal LISA sur une détection. Comment détecter le souffle? Est-ce que vous voyez? Donc, la mesure qui va être effectuée va mesurer, certes, les autres gaz, mais je vais calibrer le signal sur le souffle. Mais calibrer le signal sur le souffle seulement, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que je vais calibrer le signal, je vais calibrer l'impulsion laser de telle sorte que la détection là puisse être importante lorsqu'il s'agira du souffle. Donc, la plus haute détectabilité du souffle, la calibration du signal de l'impulsion va être effectuée particulièrement sur le souffle, de telle sorte qu'on puisse détecter la détection au niveau du souffle soit importante. Donc, on parle de détection dial. Donc, la détection est orientée sur le souffle. Celui qui veut mesurer CO2, on va calibrer le signal sur le CO2. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait que la détection atmosphérique est très chère parce qu'il faut calibrer le signal, l'impulsion laser sur un signal de résonance qui va pouvoir permettre de détecter mieux le souffle. Ça ne veut pas dire que les autres particules ne seront pas détectées, hein, mais on n'aura pas la mesure appropriée des autres particules, mais comme le signal sera orienté sur une particule, alors on sait cette particule-là, on va avoir le signal de résonance va être approprié pour détecter
ces particules. Oui? Lorsque on veut détecter des particules dans l'espace, C'est quoi la mesure? c'est-à-dire la Non, c'est dans la troposphère on mesure. Oui. Là, si on prend utilise des lidars sur des maintenant, si on veut détecter dans la haute Afrique, c'est même si tous les mêmes lidars qui sont connectés. Toujours dit qu'on doit être au-dessous des nuages. D'accord? On doit être au-dessus des nuages. S'il y a des nuages, le signal sera perturbé. Donc, dans la couche atmosphérique, entre le sol et bon, au-dessus d'une zone industrielle, on va mesurer la composition de l'air. Est-ce que vous voyez? Alors, cette mesure de la composition de l'air va se faire verticalement. Donc, on va avoir la composition verticale de chaque composant de l'atmosphère et sa concentration. C'est bon? Oui. Il arrive des fois que l'appel soit statique et soit là. Alors, pour le lidar atmosphérique, le capteur reste immobile. On le fixe soit au sol, soit sur un camion. Et on va mesurer la distribution verticale de toutes les particules et leur concentration. Mais pour chaque particule, on va calibrer le signal, on va calibrer l'impulsion laser de telle sorte qu'il soit sur le signal de résonance d'une composition voilà, d'une particule donnée. C'est bon? Alors, maintenant, on parle de lidar. On a dit que le lidar produit sa propre lumière, qui est l'impulsion laser. Mais comment ce lidar va produire ce laser? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir lui donner le laser là, et puis dire, il faut projeter, et puis il va projeter. D'accord? Ici, j'ai un pointeur où il y a une batterie à l'intérieur et quand j'appuie, ça produit une lumière. D'accord? En supposant que c'est un rayon laser. Donc, le laser doit être produit comment? Alors, pour produire le laser, on va s'appuyer sur la plus petite particule d'énergie qui existe dans l'air. C'est quoi? Le photon. Le photon. D'accord? Alors, le soleil, les lampes flash, les lampes à fluorescence, tout cela, ok? Ces zones de lumière-là, ok? On va les capter et on va effectuer ce qu'on appelle un pompage optique. Et ce pompage optique va venir dans un milieu, dans le système laser, dans un milieu qu'on appelle un milieu amplificateur. Donc, c'est comme si on est là et puis on pompe tout ce qui est dans l'air. Et donc, on va faire un pompage optique dans un milieu amplificateur. Dans ce milieu amplificateur, on aura tout ce qu'on trouve dans l'atmosphère. Gaz, solide, les liquides, tout ce qui est plasma. On va pomper tout cela dans un milieu amplificateur. Et dans ce milieu amplificateur, on va avoir un miroir et un deuxième miroir. Alors, dans ce milieu amplificateur, tout ce qu'on a pompé là, contiennent ce qu'on appelle des photons, des particules de lumière. Alors, les photons, lorsqu'ils sont là, simplement comme ça, sont tranquilles. Alors, en pompage ionique, optique, pardon, le photon qui est disposé là, cette particule d'énergie, on va avoir tendance à changer de niveau d'énergie. En changeant de niveau d'énergie,
le photon va passer d'un niveau d'énergie, va à un niveau d'énergie élevé. Dès que ce photon change de niveau d'énergie, il va produire un deuxième photon. Est-ce que vous comprenez? Ce deuxième photon plus le premier, ça va devenir combien? Alors, mais on voit le photon qui s'élève à un niveau d'énergie pour produire un autre photon. Non, un photon va produire deux photons, excusez-moi. D'accord? Mais pour permettre ces photons-là de passer d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie élevé, qu'est-ce qu'on va faire à ces photons-là? Oui? On va les stimuler. Les stimuler, très bien. Donc, par excitation des photons, si dans la chambre optique, à supposer qu'on aura un seul photon, par excitation, le photon va passer à un niveau d'énergie supérieur, donc il va produire deux photons. Avec un seul photon, on aura au total, on aura trois photons. Quand on va exciter les trois, on aura 3 à la puissance 3. Quand on va les exciter encore, on aura ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, on est parti d'un seul photon. Et donc, par pompage optique, on va emmagasiner un ensemble de photons dans le milieu amplificateur. Et dans ce milieu amplificateur, ces photons, par excitation ionique ou bien électronique, vont produire d'autres photons. Et ces photons seront emmagasinés ici dans le milieu amplificateur. OK? Oui? Un produit 2. Quand il produit 2, il devient combien au total? Il devient 3. D'accord? Alors, maintenant, ces différents photons-là seront emmagasinés dans le milieu amplificateur ici. Et il y a une source de photons. Vous voyez, il y a une source de photons qui prend les photons et puis qui les envoie dans le milieu amplificateur. Dès qu'ils sont dans le milieu amplificateur, il va avoir un deuxième. Le deuxième miroir, c'est un miroir semi-réfléchissant qui va. C'est comme si vous avez dans votre sac beaucoup d'éléments et un tout peut sortir à la fois. Donc, le miroir semi-réfléchissant va comment les diriger, les organiser. Voilà, pour qu'ils puissent sortir. Donc, c'est ces persos-là qui sortent là, produisent le laser. D'accord? Maintenant, ce laser est produit, alors les impulsions vont venir maintenant sur les cibles. Que ce soit les cibles que ce soit l'atmosphère ou en bathymétrie. C'est compris? Oui? Les miroirs, Ah, tu as répondu à la question. Un miroir, c'est quoi? C'est un milieu optique. C'est un milieu réfléchissant. D'accord? Mais lui, il est semi-réfléchissant pour diriger les faisceaux. Et donc, le faisceau qui sort vient d'une source de photons qui est pompée quelque part, qui est mis dans un milieu amplificateur, et un miroir semi-réfléchissant va les diriger. Et donc, le faisceau va se diriger horizontalement comme ça. D'accord? Alors, le système LIDAR qui produit une impulsion laser, le laser qui est produit là, va aller à n'importe quel cible, n'est-ce pas? Alors, si on prend toute la Côte d'Ivoire, voilà le sud ici, et voilà le nord. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est là. Le faisceau qui est ici, au nord de la Côte d'Ivoire, pour venir mesurer les valeurs d'une cible au sud de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le faisceau laser qui est produit là va mesurer une cible, deux cibles, trois cibles. Il va traverser certaines cibles. Donc, une impulsion LIDAR va vous faire retourner. On va avoir un retour, deuxième retour, troisième retour, quatrième retour, jusqu'à 5 retours. L'impulsion ne va plus mesurer encore. 5 retours, c'est suffisant. D'accord?
Alors, cette impulsion LIDAR, on va mesurer sa trajectoire. Sa trajectoire, est-ce qu'elle est rectiligne ou est-ce qu'elle est curviligne? Le laser, la lumière, la trajectoire, le faisceau laser qui est produit là, est-ce que la trajectoire est horizontale? Est-ce que c'est rectiligne? C'est rectiligne. Tout le monde dit que c'est rectiligne. Oui. Et ça va dépendre des sites qu'elle va traverser. Parce qu'on avait dit qu'il y a des sites. Donc, si elle rencontre des sites, l'impulsion laser, on parle de l'impulsion de rayonnement, l'impulsion incidente. C'est pas le. La trajectoire peut changer, non. Donc, c'est tout va dépendre de l'échelle d'observation. Donc, je vais mesurer des cibles à 1 km, à 2 km. Le faisceau laser là est rectiligne. D'accord? Mais et si je vais à 1 million de kilomètres, est-ce que le faisceau sera rectiligne? Non, monsieur. Le faisceau va être. On a fait cours de photogrammétrie, non? On a expliqué, non? On n'a pas expliqué? Voilà. Donc, il va avoir une déviation du faisceau. Il va avoir tendance, mais en tenant compte de l'échelle d'observation, de mesure que nous allons effectuer, cette variation-là, elle est faible, quasi faible. C'est ce que je fais. C'est pour la raison. C'est ça. Bien. Alors, on a une rencontre ici, LMI versus les SAF, c'est ça? Donc, ce qui fait que, comme vous êtes invité d'office à LMI, donc la salle sera utilisée, la salle Master 2 sera utilisée. Il reste 1 heure. Donc, on peut continuer. D'accord. Bon, on finit l'atelier, on suppose qu'on est en pause. Maintenant, on va revenir faire 1h30. C'est bon? Bien, nos camarades qui sont en ligne. Alors, étant donné qu'il y a un atelier, elle est dessus. Professeur, Oui. s'il vous plaît, avant, je veux poser une question. Oui, allez-y, allez-y. On est au cours. La question, c'est de... Oui. Ma question, c'est de savoir si tous les systèmes LIDAR ont la même portée. C'est-à-dire qu'un LIDAR qui est embarqué sur un drone, Oui. est-ce qu'elle peut avoir la même portée qu'un LIDAR qui est embarqué sur un satellite? Parce que selon les explications, c'est un peu comme si la portée est pratiquement indéfinie et grande, je veux dire. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a les... Nous, on parle de tout ce qui est aérien. Le LIDAR ici, embarqué sur le sol, embarqué sur un camion, sur un hélicoptère, un avion ou bien un drone. Alors, là, la portée, elle est très faible. Est-ce que vous voyez? Donc, ces LIDAR-là mesurent à haute précision avec une forte résolution. Par contre, les LIDAR qui sont embarqués sur satellite, là, le satellite peut être à près de 400 km du sol. Et ces LIDAR-là vont mesurer des points, mais ces points-là ne seront pas aussi denses comme on fait les mesures au sol ici ou bien avec des vecteurs aériens. Donc, on n'a pas les mêmes portées. On n'a pas les mêmes portées. Alors, tout va dépendre aussi de la hauteur de vol. Donc, il y a les paramètres, comme on a fait en photogrammétrie, il y a les paramètres de vol qui permettent de définir la hauteur de vol, la densité au sol. Et donc, la portée va dépendre
des caractéristiques de vol. Oui. Je voulais dire que pour les leaders bathymétriques. Polarité. Quoi? Les leaders bathymétriques. Bathymétrique. Je demande si les leaders comment que les niveaux marins, les niveaux des vols, la surface du fond marin. Ça mesure les profondeurs, ça mesure les fonds marins. C'est comme si tu vas quelque part et tu trouves une retenue d'eau. La retenue d'eau qui est là, toi, ce que tu vois, c'est la surface d'eau libre. Alors, le leader va te mesurer le fond. Oui. Comme ça. On laisse ça. Un instant. Oh, il n'y a aucun problème.